زوف الاول نسيا كنت ويتي كلتا داغن في كلتا ظن غار ثوسنا ذو مزروين ناغ مازيغن ذا تونسي ذا منادي ديون منادي خدمنا كان حتى ما تشطاسي قلنا من ساغ خدمنا في ثيرا انت مازيغ انت فينا غنو ليبيك ناك نتقان ليبيك وبربر تاسيكي قوا ووا الفلاس دا شو النظام عن نس ثيرا يكي غد جاني مزور النغل دغا اكيد تساونا كاتورا وثمثنا ارثورا اي موشار نغ لي تواريك إلا ونادي ذا تونسي يتسيدي كي دي تونس لغة ذي لا روتريت لا روتريت ماشا إلا ذا المهل ننادي ذاك وسودو أغلناو يمي غاين من قارنس فرانسيس ديريكتور دو ريشيرش à l'Institut national du patrimoine de Tunis كان دعني إلا ذا بروفيسور داماس داوان يقنن كي غانس داويت لورينتالي دي نابولي دي طليان نغا فرانسيس بروفيسور associé à l'université l'Orientale à Naples en Italie وكين ذماس منصور راكي ومينير الزفلك منصور Azul Flaum. Mansour, plus en détail pour nous dire c'est qui Mansour Raki. Alors moi, je suis originaire d'un village du sud-est tunisien qui s'appelle F Mazrat et dont le nom dans l'état civil est devenu Ta Mazrat. Il y a beaucoup de toponymes chez nous qui ont subi on va dire, des déformations. F Mazrat, J'ai eu, Raki, entre parenthèses, le privilège de visiter Tamzrat en 2012. C'était vraiment un ouais, c'est bien institut. ça. Donc, je suis né là-bas, je suis resté jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, pour pouvoir aller à l'école, ma famille a décidé que je devais venir étudier à Tunis. Donc, j'ai quitté le village à l'âge de 6 ans et je retournais au village pendant les vacances régulièrement. Euh, donc, la Tamazigh, moi je suis locuteur, bien que je commence à oublier certains termes, certains mots, etc., depuis le temps. Et Tamazrat avec Taoujou, Zrawa sont les trois villages où il y a encore aujourd'hui des locuteurs, en même temps qu'à Gerba, toujours dans la même région. Notre parler n'a aucun, disons, problème pour comprendre le parler des deux villages voisins. Et Mansour, quand j'étais là-bas, j'ai eu, encore une fois, je suis resté pratiquement une semaine. J'ai eu l'occasion de visiter les villages que vous avez cités là et ça continue à parler effectivement en Tamazirt, mais j'ai remarqué c'est du Chewi pratiquement. Ça ressemble beaucoup à langue Chewi en Algérie. Est-ce que ça c'est le cas? ressemble beaucoup au Chewi, mais ça ressemble beaucoup aussi au parler libyen. Et, Zouara, bien sûr, dans les matmatas, ça ressemble aussi au parler de Gerba. Donc, quand on va dire, il y a à ce niveau-là un problème, parce que nos parlers ne sont pas étudiés comme ils devraient l'être, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, quand on va en parler, on en parle en général, sans les connaître. Par exemple, des collègues disaient que le Tamazerti est différent du Taoujouti, il est différent de Zaroui. Ces trois villages ne se comprennent pas, etc. Alors que ce n'est absolument pas vrai. Même si, au niveau de certaines prononciations, au niveau de certains termes, on peut trouver des petites différences. Mais pour ce qui est de se parler, d'échanger, de communiquer, bon, il n'y a pratiquement aucun souci. C'est-à-dire que si moi je dis tletha et que mon voisin il dit tleta, la différence elle est dans cette façon de prononcer le t et le th qui diffèrent, on va dire. Mais c'est pas étonnant.
le fond berbère, il est commun à tout le monde. Si je dis à un Kabyle Est, il va comprendre que je l'invite à venir. Euh, il va comprendre dit Est ou Agd ou Ar, tout ça, c'est des verbes qui n'ont pas besoin d'être traduits. C'est la même chose, je pense, chez les Touaregs ou chez nos frères dans le Rif ou dans le Maroc central. Tout à fait, Donc, Mansour. si, J'ai eu le privilège d'interviewer beaucoup de personnes des variantes tamazighs. Et il y a un fond commun des termes incroyables, là. Donc, c'est les distances juste qui a éloigné les uns des autres, les composants tamazighs, qui ont fait que peut-être il y a des déviations entre mots. Le fond commun, il y est toujours le même, hein. Vous dites la même mais chose. l'histoire a joué un rôle important. Oui. Si par exemple on prend la période antique, on va trouver que beaucoup d'Imaziren ont adopté la civilisation carthaginoise. Ils ont adopté la langue et l'écriture. Donc, quelque part, ils ont été bilingues pour pouvoir communiquer, vivre, etc., etc. Et la même chose s'est passée à l'époque romaine. Beaucoup d'Africains sont devenus latins. Ils ont utilisé le latin, ils ont écrit en latin, ils ont même vénéré des Comme, divinités latines, comme etc. Saint-Augustin, Apulée, etc. C'est ça? Absolument. Et puis à l'époque, on va dire musulmane, en adoptant l'islam, les Imazirs ont adopté automatiquement la langue de l'islam qui est l'arabe. Et donc à travers l'histoire, nous avons la preuve historique, archéologique, des textes, les inscriptions qui nous disent que ces populations ont tout le temps ou presque été au moins bilingues, si elles n'ont pas été trilingues carrément. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui soit à Tizi Ouzou ou à Siwa ou en Tunisie et qui va parler l'amazigh, son parler à lui. Il va connaître l'arabe parce qu'il va l'apprendre à l'école. Il connaît le français parce qu'il l'a appris à l'école et dans la rue, etc., etc. Et puis, il y a même des gens qui ont, dans leurs études ou pour satisfaire à des besoins, qui ont appris l'espagnol, qui ont appris l'anglais. Et ces gens-là se retrouvent avec quatre, cinq langues, même si ces langues ne sont pas utilisées dans le même cadre. On Hmm. parle en amazigh quand on est avec la famille, avec les cousins, avec les voisins, etc., etc. Mais quand on est, par exemple, dans l'administration ou dans la rue, etc., on a souvent tendance à parler la derija, la langue, l'arabe parlé. Les gens ne Mhm. parlent pas le littéraire. Et le français est devenu presque une langue aussi du quotidien. Ça, c'est une caractéristique de notre, on va dire, histoire. Ce qu'on fait aussi très peu de peuples de la Méditerranée. Les Justement, Ibères ont perdu c'est leur langue. justement, Mansour, c'est la question que j'allais vous poser. C'est que vous-même, vous avez passé 10 ans comme professeur associé à l'Université d'Orientale, de Naples, et comme chercheur, et vous étiez directeur de recherche à l'Institut national du patrimoine durant toute votre carrière avant que vous soyez maintenant en retraite. Et vous avez mené beaucoup d'études, de réflexions en relation avec les différentes composantes de la civilisation autochtone amazigh, qui a été toujours affrontée à d'autres civilisations externes, le phénicien, les Grecs, les Romains, etc., les Arabes, les Français, même les Turcs. Oui. Comment vous expliquez que malgré toutes ces influences, le berbère est encore gardé? C'est quoi le secret? Contrairement peut-être à certains d'autres peuples qui n'ont pas su comment garder leur langue, comme par exemple les autochtones d'Amérique latine, où j'ai été en Mexique, en République dominicaine. Ils ont J'ai complètement vu. perdu leur langue. Oui, c'est quoi le secret? Pourquoi les Berbères, malgré toutes ces influences externes,
ils ont su garder quand même leur langue. C'est quoi le Bien, secret? nous avons la preuve scientifique que quelque chose comme 70% des habitants de l'Afrique du Nord, des études ont été faites essentiellement sur la Tunisie, portent le gène nord-africain berbère. C'est-à-dire que durant toute l'histoire, malgré ce qui se dit, quand on va dire la civilisation phénicienne, le nombre de Phéniciens d'origine ou de souche qui sont venus s'installer en Afrique du Nord était très limité. Quand on va dire que pendant 2 ou 3 siècles, à l'époque de Massinissa, etc., il y avait une forte influence hellénistique. Mais Grec. le nombre de Grecs, véritablement Grecs, il n'a jamais été important. Même quand on va parler, par exemple, des armées musulmanes qui sont venues répandre l'islam, etc., quand on va regarder la composition de cette armée, on va constater que les officiels, les officiers, les responsables sont arabes de souche, mais que le gros de l'armée était formé d'Égyptiens nouvellement islamisés, de l'Ouetta, qui sont des Imazirs et qui sont convertis à l'islam et qui sont venus participer à l'invasion du reste de l'Afrique du Nord, à la recherche de pouvoir, à la recherche de butin, etc. etc. Et même les Hilaliens, là où ils se sont installés, on voit très bien le résultat. Mais vous savez que, par exemple, jusqu'au XIe siècle, nous avons la preuve archéologique qu'il y avait des chrétiens à Kérouan. Vous voyez. Euh, le fait que ces populations ont gardé leur langue peut s'expliquer par le facteur, on va dire, démographique, par le fait que les civilisations sont venues, même à l'époque romaine, on a fait des études et on a dit il y a eu peut-être 30 000, 40 000 Romains de souche qui sont venus de Rome en Afrique du Nord sur une période de 6 siècles. Quand vous allez diviser, etc., vous allez voir que ce n'est pas des phénomènes où il y a eu un remplacement de la population. Ça, c'est une donnée importante. Il y a aussi l'enracinement de la population dans sa culture et le fait qu'elle a tendance à, on va dire, s'adapter tout en adoptant, tout en conservant les choses essentielles. C'est-à-dire que quand les Imazirs vont se convertir à l'islam, on va constater que ils ont mis un nom pour Allah, ils ont mis un nom pour le prophète, ils ont mis un nom pour prier, chez nous on dit Tzali, ils ont mis un nom pour la mosquée, on dit Mzguida. voilà. Et donc quelque part, euh, quand on fait l'histoire, on a tendance à faire l'histoire officielle. On va dire un tel, mais on oublie, par exemple, que les Hafsides viennent de Marrakech. Ils sont Ibn Tomart, etc., etc. Donc, les Hafsides étaient musulmans, croyants, peut-être même un peu, on va dire, un peu trop conservateurs, Tawhid, al-Muwahidin, etc., etc. Mais au fond, ils sont venus avec leur parler. Et ce n'est pas avec l'arabe. Ils sont venus avec l'islam, c'est vrai, mais avec leur parler. Un peu comme les marabouts. Les marabouts qui disent, ah, ils viennent de Saqi al-Hamra, etc., du sud du Maroc et tout et tout. Mais tous ces gens-là sont amazirs. Même si ils brandissent, c'est comme quand Saint-Augustin parle, il parle en chrétien, il parle en latin, mais il n'oublie à aucun moment sa maman, Monique, qui elle est amazir.
et il garde ce sentiment, ce penchant, ce lien affectif. La preuve, il a dit, moi, Rome ne m'intéresse pas. Il a été enseigné je pense, à Milan pendant plusieurs années. Et puis, un beau jour, il a dit, non, moi, je rentre chez moi. Et il s'est installé à Neba et il est mort là-bas. Mais en chrétien. Et quand il devait choisir qui envoyer, on va dire, du côté de Lorès ou un endroit, je ne me rappelle plus le nom, il a dit, je tiens à ce que la personne parle la langue du pays. Je Tu ne veux parles de pas qu'il... Tagaste. Tagaste. Je ne sais pas si c'est à Tagaste ou à un autre endroit. Mais en tout cas, il y a donc, même chez nous maintenant, les gens qui ne sont plus locuteurs regrettent d'abord de ne plus l'être, ça c'est une chose. Et deuxièmement, quand on leur dit, mais toi, tu ne parles pas la langue, tu es né à Tunis, qu'est-ce que tu as à faire avec Imazigh ou avec Tamaz, tout ça? Ah non, non, ça, Tamaz, c'est une chose intouchable, ça, non, non, c'est autre chose. Je ne parle pas la langue C'est à la vrai, parce halte. que actuellement, les Tunisiens, malgré qu'ils ont perdu leur langue, mais ils sont les plus acharnés pour retrouver leurs origines. On le voit à travers plusieurs. Moi-même, j'ai ramené beaucoup d'invités qui ont impressionné les gens, comment ils sont attachés à leurs origines amazighes, malgré qu'ils ont perdu la langue. Ah oui, oui, mais il nous arrive aussi une chose, on va dire, importante à souligner. Ceux qui ont perdu la langue, et même le pays dans sa totalité, même ceux qui ne connaissent pas la langue, qui n'ont pas la tradition amazigh et qui viennent d'ailleurs, dans leur imaginaire, dans leur comportement, etc., ils vont distinguer ce qui est vraiment le substrat de ce qui est importé, apporté, etc. On va dire, ah, ça c'est des gâteaux turcs, ah, ça c'est andalou, ça c'est à nous, ça c'est tunisien. Et dans leur esprit, quand ils vont dire c'est tunisien, il y a obligatoirement une part d'amazirité. Et quand on va leur essayer d'expliquer, on va dire, mais toi, tu es arabe, tu es ceci. Non, 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 je ne suis pas arabe. Et dans sa tête, au sens de, avec des références de pays, je n'ai rien à voir avec tel ou tel pays. Moi, je suis tunisien. Comme on trouve ce sentiment qui en Algérie, il est peut-être encore plus fort à cause de l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'indépendance, etc., et des souffrances qu'a vécu le peuple algérien. Et il peut ne pas être kabyle militant ou amazigh militant, mais quand il s'agit de l'Algérie, il devient absolument algérien. On ne discute pas sur ça. Euh, et c'est peut-être ça qui a caractérisé ces populations à travers l'histoire. En plus, il y a un autre facteur. Le pouvoir central a souvent ignoré la population, que ce soit à la période des Beys, que ce soit à la période des Ouellet qui venaient de Barded, que ce soit, etc., etc. Même quand la France va s'installer et chercher à influencer, à civiliser, entre guillemets, la population, etc., si tu ne veux pas parler français, c'est ton problème. Si tu apprends le français et que tu obtiens le certificat d'études, peut-être que tu as des chances pour trouver du travail, etc., etc. On va faire un chantage, même à l'époque romaine. Celui qui ne parle pas le latin ne risque pas d'être membre d'un conseil municipal, il ne risque pas d'être élu, il ne risque pas de devenir sénateur, etc. Donc, on va prendre les Africains, les Imagirnes, qui se sont adaptés à la culture et à la civilisation latine pour leur donner des avantages que les autres n'ont pas. Et c'est peut-être ça le phénomène. D'ailleurs, les études ne sont pas, on va dire, gentilles avec nous. On va poser la question, qui sont les Berbères? D'où est-ce qu'ils viennent? Comment se fait-il qu'ils sont devenus très vite musulmans, arabes, etc., etc.
Et quand il s'agit on va dire, d'un espagnol chercheur ou d'un français chercheur, il ne se pose pas la question. Elle est devenue quoi, la langue gauloise? Les Gaulois, la langue ibère, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a disparu. C'est la plupart des peuples, les Espagnols, les Brésiliens, les Mexicains, les, même, c'est alors que nous avons conservé la langue avec des proportions différentes selon les régions, etc., etc. Nous avons conservé les traditions populaires, les coutumes, les pratiques, même notre croyance, elle est différente des autres. Nous avons notre islam à nous. Il y a des influences paganistes, animistes dans notre Absolument, c'est un royaume. cumul, Oui, c'est un oui. cumul, c'est un cumul. C'est une stratification et c'est normal que les choses les plus anciennes soit, on va dire, situé en arrière. Les choses les plus récentes se retrouvent sur le devant de la scène, etc. Et on dit, vous avez perdu la langue. Non, nous n'avons pas perdu la langue. Nous l'avons perdue peut-être dans certaines régions de la Tunisie, mais nous la conservons en Kabylie, nous la conservons chez les Touaregs, et elle est encore là dans une grande partie du Maroc. Et quand on va mettre des frontières et on va analyser les choses en enfermant les régions, on dit, ah, en Égypte, il n'y a plus rien, il y a juste Siwa. Et peut-être qu'il faut respecter les Siwis puisqu'ils ont gardé leur langue, etc. etc. Pourquoi dire, ah non, 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 ça ne compte plus. En Tunisie, c'est 2%. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est comme une approche de boutiquier, si vous voulez. Ce n'est pas normal comme euh, notre lecture de l'histoire, quand elle a été faite par les autres, a été, on va dire, déformante, castratrice. Elle nous a pas rendu service. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'étudier nos choses à nous, de les analyser, de les lire. Moi, si je dis, nous avons un fonds pont berbère qui est toujours là, donc je me réfère à des dictionnaires qui sont publiés par mes amis à Fès ou à Rabat ou en Kabylie, etc., etc. Et si on me dit, tiens, le berbère est devenu langue officielle au Maroc. Moi, je dis ça, c'est affecté, c'est extraordinaire. Mais en Tunisie, vous n'avez pas ça. Eh ben, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. C'est aussi Peut-être. un peu notre Mhm. histoire régionalisée, on va dire. Mhm. Monsieur Raki, avant de passer à la thématique de recherche qui est votre domaine d'intérêt, qui est concernant les transcriptions des béco-berbères, j'aimerais bien finir avec une question pour clôturer ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi, de toutes les influences externes, comme vous l'avez dit, donc on a eu des Phéniciens, on a vu passer des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Turcs, des Français. Pourquoi l'arabe et l'islam ont eu la peau dure et que c'est pratiquement, ils ont réussi à arabiser une grande partie de l'Afrique du Nord. Vous avez cité la Kabylie, les Touaregs qui sont restés fidèles à leur langue, et puis beaucoup de placements, beaucoup de localités au Maroc aussi, les Réfins, les Chlois. Par contre, la majorité du reste de l'Afrique du Tamazara, l'Afrique du Nord, c'est arabisé, notamment la Tunisie, vous avez cité 2%, en Libye 5%. C'est quoi pourquoi l'arabe, elle a eu la peau? C'est pas surprenant parce que il y a le poids de l'islam. On est passé par la chrétienté. Elle a influé aussi des Saint-Augustin, des appelés Arius, etc. Et pourquoi ils n'ont pas c'est pas resté? Pourquoi l'islam Parce il a que on est passé, il y a eu, on va dire, au moins 2 siècles
peut-être Est-ce un que peu c'est plus. c'est plutôt violent, l'islam était violent par rapport à la chrétienté? Pas une question de violence, parce que il y a eu 2 siècles, peut-être un peu plus, de crises graves. C'est le siècle vandal et le siècle byzantin. C'est-à-dire que ça, c'est une chose que les gens oublient. Quand les musulmans, les armées musulmanes vont venir en Afrique du Nord, ils vont trouver un pays en crise. Une crise de pouvoir central, une crise économique, crise sociale, avec même beaucoup de destruction déjà. Les Byzantins ont construit en spoliant les pierres des temples, etc., etc. Et il y a eu, on va dire que le fait que la langue arabe soit la langue de l'islam a beaucoup favorisé cette langue. Et d'ailleurs, et en même temps, il y a un bémol. Finalement, les gens sont arabisés, mais pas au sens littéraire du terme. Les gens ont été suffisamment résistants pour mettre en place une dérija, une langue à eux. La dérija est un mélange d'arabe et d'amazigh, avec bien sûr d'autres mots, on peut trouver même des mots grecs, des mots latins, etc. Et le fait d'avoir, on va dire, créé ou mis en place cette dérija est une forme de résistance ou de maintien ou de besoin de garder les origines, la composante amazigh de la langue qui est toujours là, d'ailleurs, qui est toujours présente. Est-ce que un pays comme la Tunisie, on peut expliquer les choses? La Tunisie est le pays qui a été le plus tunicisé. La Tunisie est le pays qui a été le plus latinisé. Donc, elle a été aussi un pays chrétien avec la Numidie euh, très longtemps. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si les pères de l'Église sont de l'Est de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que Cyprien, Tertullien, euh, même quand on va aller jusqu'à Sparas, qu'on va aller jusqu'à Apulée de Mador, etc., on est toujours dans la partie orientale de l'Afrique du Nord. On n'a pas beaucoup de pères de l'Église dans le centre de l'Algérie et dans la partie, on va dire, occidentale de l'Afrique du Nord, au Maroc, etc. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Et puis quand il y a eu les invasions, quand il y a eu les Hilaliens, quand il y a eu, etc., ils sont venus de l'Est. Et la première chose qu'ils vont rencontrer, ils ne se sont pas fixés beaucoup en Libye, parce que la Libye, c'est juste le littoral, en fait. Et ils se sont installés essentiellement en Tunisie et dans l'Est algérien. Et si on prend la géographie, on va constater que un pays comme l'Algérie a des endroits géographiquement difficilement accessibles, des zones refuges, etc. Alors que la Tunisie, quand on parle de montagne, c'est souvent des collines. C'est un pays qui est, on va dire, ouvert. Il est ouvert sur la Sicile, il est ouvert sur Malte, il est ouvert sur la Méditerranée et il est ouvert aussi sur l'Orient, puisque la route qui va amener ce phénomène de civilisation, etc. D'ailleurs, nous avons beaucoup dans notre derge d'Égyptiens. C'est parce que nous sommes pratiquement, quand les gens se déplacent de l'Égypte vers l'ouest, ils passent obligatoirement par la Tunisie. Mais quand ils vont aller de la Tunisie vers l'Algérie, etc., ils ne vont pas prendre le risque d'aller dans les montagnes de Kabylie ou dans l'Aurès. Ils vont essayer de s'engouffrer dans ce couloir qui est complètement arabisé. Ça, c'est...
La même chose s'est arrivé au Maroc. L'Atlas marocain, le Rif marocain, Ça a été il y a un rempart. absolument, absolument. Et puis l'étranger, euh, même sans qu'on lui dise attention, il y a un danger, dès qu'il va voir le relief, dès qu'il va voir les routes, etc., il va se dire, bon, moi je ne vais pas là-bas parce que ça ne... C'est ce qu'a fait Rome d'ailleurs. Rome n'a pas été autant sur le littoral, dans les plaines, que dans les endroits difficilement accessibles. D'où l'amour des Berbères envers les montagnes, qu'ils soient de l'Aurès, du Jura, de l'Atlas. Ils ont ce lien, Des zones refuges, des zones des zones refuge, qui, oui. des zones Ouais, refuges et ce sont des zones qui ont, à travers l'histoire, elles ont servi la population. Donc, quelque tout à part, fait. il y a déjà, dans l'Antiquité, l'Atlas était considéré comme une divinité. On Ouais. vénérait, on vénérait l'Atlas tellement c'était quelque chose de curieux, quelque chose d'obscur, peut-être de dangereux. Si on y va, on risque de se perdre, etc. C'est un peu le... Et d'ailleurs, en Libye, c'est dans le Jbel Nefousa qu'il y a encore des Berbères. Du Ben Nefous, ça aussi, ouais. Voilà, et les gens passaient en longeant le littoral de Benghazi jusqu'à la Tripolitaine pour venir en Tunisie ou dans l'autre sens pour aller en pèlerinage. Ils laissent de côté Jbel Nefousa parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend là-bas. Peut-être qu'il faut, pour expliquer tous ces phénomènes, euh, prendre en compte la géographie, prendre en compte l'histoire et, on va dire, accepter ce phénomène de régionalisation qui est historique. Il n'est pas... C'est comme ça que... Et puis, si une partie de la population a basculé carrément dans l'oubli de la langue, elle a conservé des pratiques, des coutumes, des traditions, des plats, la façon de s'habiller, etc. Tout ça est resté, on va dire, amazigh, peut-être pas à 100%, mais en grande partie. C'est ça Tout à fait. Donc, il ne faut pas qu'il nous chicane trop sur la langue. Si on l'a perdu, c'est parce que quand vous êtes dans les villages, là, et qu'à 6 ans, vous êtes inscrit à l'école, ben, il n'est pas question de parler la mazir à l'école. Pourquoi? Parce que les instituteurs venaient d'ailleurs. Parfois, l'instituteur de français ne connaît même pas l'arabe. Donc, il va interdire systématiquement. Il faut attendre d'être dehors pour pouvoir parler sa langue. Et puis, si on veut vraiment réussir, il faut bien apprendre le français, il faut bien étudier à l'école, il faut bien apprendre l'arabe. Et on ne va pas le dire, mais c'est sous-entendu. Tant pis si on a oublié les mesures, l'essentiel, c'est qu'on va réussir dans ses études, etc., etc., etc. Maintenant, nous avons des médecins qui sont très bien, qui sont d'origine amazigh, mais qui ne parlent pas la langue. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On leur dit non, vous n'êtes pas bien, vous. Non, il y a des ingénieurs, il y a des. Le pays évolue. La même chose, je pense, arrive aussi. Et il y a un autre phénomène que les gens oublient. Quand on va prendre chacun des parlers, on va constater qu'il y a un fort pourcentage de termes d'origine arabe. Euh, Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a surpris. On m'a dit les Kabyles disent pour la mer, ils disent ilel. Ilel, c'est chez nous. Mais vous, vous dites le bhar. Nous, on dit ilel, alors que nous Ah, sommes loin de d'accord. la mer. Et vous, vous dites le bhar, alors que vous êtes au bord de l'eau. Ça, c'est un peu c'est des Exactement. phénomènes. Hein. C'est des phénomènes qui Oui. peuvent s'expliquer, mais qui finalement euh, n'ont pas besoin qu'on nous chicane. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Etc. Ce serait bien qu'on nous laisse, qu'on nous donne, on va dire, un minimum de liberté,
le maximum de droit à la différence et on sera tranquille. Tout à fait. Ce qui nous mène, Monsieur Mansour Raki, à la thématique de prédilection que vous aimez et sur lequel vous avez mené l'essentiel de votre carrière, à savoir les inscriptions, l'écriture libéco-berbère. La dernière, le dernier article scientifique en date que vous avez signé, c'est dans la revue Études et documents berbères que mène le professeur-chercheur Ould Braham. Vous avez Oui, intitulé Libique épigraphique. Ça serait bien de tirer profit de votre connaissance et de votre savoir par rapport à ces inscriptions que nos ancêtres nous ont léguées, le Libéco. C'est quoi d'abord le Libéco? C'est quoi le Tifinagh? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le Tifinagh, le Libéco, le Berbère, etc. Est-ce que vous pouvez nous oui. donner un Il y cours? a, il y a, il y a une, comment dire, il y a une méconnaissance ou une connaissance superficielle. Les gens ne prennent pas le temps d'étudier. Comme ce Tout n'est à fait. pas enseigné, comme ce n'est pas enseigné, Mhm. euh, tout le monde va se permettre de parler, mais très peu de gens prennent la peine de se documenter. Le libique est un alphabet qui a aujourd'hui, on va dire, quelque chose comme 2500 années. C'est-à-dire Oui. que, bon, ça c'est une chose. Tout le monde n'est pas d'accord sur la date, etc., etc. Il y en a Mais le certains qui fait que, parlent de 8 siècles, il y a 8 siècles, il y en a d'autres 4 siècles, il y en a d'autres et, 2500. il Ouais. est aussi là le problème. C'est-à-dire que chacun va y aller avec une lecture qu'on va dire idéologique, orientée. Il faut que le Mhm. berbère soit ancien, il faut que le libique soit plus ancien. Il n'a rien à voir avec le punique, il n'a rien à voir avec ceci et cela. Mais quand il s'agit d'amener la preuve, on va dire scientifique, archéologique, etc., ça c'est une chose qui fait défaut. C'est-à-dire que nous ne savons pas. C'est un peu comme quand on va parler de l'écriture latine. Nous savons que c'est au 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ que le latin a commencé à écrire. Il a emprunté l'alphabet aux Grecs qui l'ont emprunté aux Phéniciens. Donc le libique, comme c'est un alphabet, il a été peut-être pas emprunté, mais en tout cas influencé par l'écriture phénicienne punique. Vous voyez? Mhm. C'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé d'écriture proto-berbère, proto-libique. Nous n'avons Mhm. pas d'écriture avant l'alphabet. Et à partir du moment où on va accepter, on est obligé d'ailleurs, cette idée que c'est un alphabet, on est obligé de le rattacher à tous les alphabets qui ont vu le jour et à l'alphabet source qui est l'alphabet phénicien. C'est une chose. Quand on va étudier l'histoire, on va remarquer une chose. Les Phéniciens s'installent sur le littoral nord-africain, Est-ce que soit c'est Libye. attesté, la première venue des Phéniciens, c'est durant la période où Élise de Tyr est venue. C'est ça l'origine de la présence phénicienne en Afrique du Nord? Ça, c'est la Ou légende. ça, c'est la légende, Ça, exactement. c'est la légende. Oui. On a, bon, il y a aussi dans toute légende une part de vérité. Euh, Élissa a fondé Carthage en 814 avant Jésus-Christ. Mais nous avons des sources littéraires qui nous disent que la ville d'Utique, la ville de Lixus et la ville de Gadès en Ibérie, en Espagne, ont été fondées vers 1100 avant Jésus-Christ. Mhm. Donc, il y a eu, les Phéniciens ne sont pas venus pour s'installer. Ils sont passés par l'Afrique du Nord parce qu'ils avaient besoin d'endroits pour reposer leurs bateaux, pour mettre leurs bateaux à l'abri. Pendant une longue période, les gens ne naviguaient pas la nuit, donc il fallait s'arrêter,
et repartir le lendemain matin. Leur destination, Et c'était le Portugal et l'Espagne, hein, la leur but. destination, c'est la recherche du fer, des métaux, Ouais. et c'était essentiellement l'Espagne. Après, ils vont découvrir qu'il y a aussi des métaux en Sardaigne, etc. Et pendant cette période que nous appelons phénicienne, les Phéniciens qui étaient installés sur le littoral ne s'intéressaient pas du tout à l'intérieur du pays, sauf quand il s'agissait de faire du commerce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette idée de colonisation ou de diffusion de la civilisation phénicienne, etc., etc. Ils faisaient du commerce, ils s'arrêtaient à Utique, ils avaient pour les réparations, pour la nourriture, peut-être aussi pour faire quelques sacrifices, etc., etc. Et ils repartaient. Et le bateau, en partant de Phénicie, va traverser toute la Méditerranée, il va aller jusqu'en Espagne, ramener les métaux et repartir avec des escales. On a appelé ça des comptoirs. Alors, certains comptoirs sont devenus de grands comptoirs. Ils sont devenus aussi des villes. Comme Carthage. مثلا, exemple, Carthage est fondée donc en 814, fin 9e siècle. Pour qu'elle devienne une puissance méditerranéenne, il faut attendre le 7e siècle, donc presque un siècle et demi. Pour qu'elle devienne une puissance occupant une partie de l'Afrique du Nord, il faut attendre le 6e siècle. C'est-à-dire que entre 814 et on va dire 600, il y a eu 2 siècles où Carthage fréquentait le littoral africain, nord-africain, mais ne s'intéressait pas, sauf quand il s'agit de vendre ou d'acheter, parce que pour la nourriture, pour des choses. Et là, nous avons la preuve archéologique grâce aux différentes amphores que nous allons découvrir sur nos sites. On va trouver, l'amphore, c'est le conteneur de l'Antiquité. C'est le, le, la grande jarre servait pour le transport de marchandises, etc., etc. Et à partir du moment où Carthage commence à avoir des rivalités avec les Grecs et avec les Romains, elle va avoir tendance à chercher à se faire un territoire en Afrique du Nord. C'est ça l'idée. Et l'autre chose qui est importante, c'est que les Phéniciens, déjà, en Phénicie, ils ne sont pas très nombreux. Alors, ils ne peuvent pas être venus occuper l'Afrique du Nord. C'est pas possible. Ce sont des autochtones qui se sont convertis à la civilisation phénicienne punique et qui sont, eux, devenus, on va dire, les Carthaginois. D'ailleurs, on dit plus phéniciens, on dit puniques. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas d'origine de Phénicie, mais qui sont devenus puniques en adoptant l'écriture, la langue, la religion, etc. Ils peuvent très bien venir de Sicile, ils peuvent être venus de Malte, ils peuvent être venus de Sardaigne, etc. Ils peuvent surtout être d'origine nord-africaine. Et la civilisation phénicienne punique est en grande partie due aux autochtones punicisés. Ils se convertissent, ils prennent des prénoms, on va dire, sémites, Théophore avec Abd Melqart, Hanna Baal, etc., etc. Mais quand on va regarder les inscriptions, on va voir que beaucoup continuent à porter des noms libyques. Parfois, on peut trouver X avec un prénom, on va dire, carthaginois, fils de Y avec un prénom libyque, Tout à fait, un mélange. un mélange de population. Et ces gens-là vont fréquenter le temple de Baal-Hamon, qui est Bel, c'est l'une un des divin, principes. c'est une divinité phénicienne, hein, Bel. Voilà. Et donc, c'est la preuve que ils vont même écrire l'écriture de Carthage. Et ces gens-là euh, sont punicisés
Ils ont adopté, un peu comme aujourd'hui, on va dire, la Tunisie est un pays à plaisir arabisé. Et quand on va dire arabisé, ça ne veut pas dire que la population est venue d'ailleurs. Ça veut dire que la population est devenue arabe. Et le libique, quand il va apparaître, donc c'est un alphabet, 24 lettres, et on va trouver des inscriptions, pas beaucoup, comparé à ce qu'on a trouvé comme inscription punique ou comme inscription latine. Vous savez qu'en Afrique du Nord, nous avons quelque chose comme 50 000 inscriptions latines. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est resté dans Euh, comment on les appelle, les épitaphes, non? nous Les on inscriptions. découvre les inscriptions latines, on en découvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord, C'est quelque chose de euh, et peut-être que sur cette collection qui est l'une des collections les plus importantes dans le monde, il y a beaucoup moins d'inscriptions latines en Italie qu'en Afrique du Nord. tout à fait. Et Et ce phénomène. j'en ai fait une émission à ce sujet avec Abdallah Al-Haroui au Hmm, Maroc. Et il travaille beaucoup sur le déchiffrement, le décodage de ces absolument. inscriptions-là. Oui, Et donc continue. le libique va être utilisé comme Adouga comme inscription officielle. Nous avons des inscriptions avec le nom du roi Massinissa, du roi Mikipsa, du roi Gaïa, etc. C'est la fameuse bilingue inscription libique punique. Nous avons un temple à Douga Encore. dédié au roi Massinissa. D'ailleurs, le terme utilisé par l'inscription punique, c'est Maqdesh, Al-Quds, c'est quelque chose de vénéré, quoi, un Ah, sanctuaire, etc. Et il a été offert par la population de Douga, l'an 10 du règne de Mikipsa, au roi Massinissa, fils ah, de ok. Gaïa, fils de Zilelsen. Donc, d'ailleurs, ce phénomène des inscriptions bilingues, nous avons plusieurs inscriptions bilingues. Nous avons punique et libique ou libique et latin. C'est la preuve que la population, comme je vous l'ai dit, était au moins bilingue. Il y avait ce souci de mettre dans les deux Est-ce que, langues. oui. Est-ce que vous Et confirmez, est-ce que oui. ce qui est marqué en Libye, c'est la traduction de latin ou pas forcément? Alors pour les vrais bilingues, oui. Pour les vrais bilingues, oui. Mais il y a aussi le phénomène on va écrire un texte en libique en donnant le nom, etc., etc., de la personne, parce qu'il y a une funéraire. Et quand on va regarder le latin, on a constaté que parfois la personne porte un autre nom. Voilà quelqu'un qui est en voie de latinisation. Donc, d'ailleurs, ce phénomène existe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui portent deux prénoms, l'un français et l'autre kabyle. Jean Et, Amrouche. Jean Mouroub Amrouche. par exemple, par exemple, on va trouver Taous, aussi, Taous Marguerite Amrouche. voilà, par exemple, ce phénomène-là, on le voit sur les inscriptions latines qui sont donc le libique, les inscriptions épigraphiques, c'est-à-dire que inscrites sur des stèles, souvent funéraires, 90% ont été découvertes dans l'Est algérien, Tout à fait. ce que nous appelons la Numidie, et une partie de l'Ouest tunisien. Enfin, la Et Numidie orientale, parce il y a la la Numidie. Numidie orientale, la Numidie orientale. Et plus on va s'éloigner de ce centre, moins on va trouver d'inscriptions. Parce que si vous allez en partant de la Numidie orientale vers l'Occident, vers le centre de l'Algérie, vers le Maroc, etc., plus vous allez avancer et moins vous allez trouver d'inscriptions. Tout à fait. La même chose dans l'autre sens, vers la Libye, etc. Euh, notre grand problème à nous, c'est que nous avons donc un Libye utilisé
pendant l'Antiquité, entre, on va dire, moins 500 et plus 300, donc 5 siècles avant et 3 siècles après. Ça, c'est une chose. Et puis, à cause du poids du latin, à cause de la romanisation de la population, on va pratiquement arrêter d'écrire le libique. Ça, c'est une chose. Par contre, dans le sud, ce que nous appelons aujourd'hui la région des Touaregs, etc., on va constater qu'ils ont écrit ce qu'on appelle le libique saharien et ils ont continué à écrire, mais c'est devenu, ils les ont qualifiés de tifinagh. Les Ben, est-ce que tifinagh sont, c'est le même Libé qu'on retrouvait dans le nord, côté est? c'est le même alphabet avec peut-être un ajout de 2 ou 3 lettres en plus par D'accord. rapport au 24. Et aussi, là où il y a eu un problème, c'est que un signe peut avoir une valeur dans le nord et une autre valeur dans le sud. D'accord. Quand vous avez, c'est un peu ce qui arrive maintenant. Euh, Par exemple, les Kabyles prononcent V pour le B. Oui. Et C'est ce, quand on c'est ce qu'on va appelle écrire, l'occlusif, le spérant. voilà, quand on va écrire, les Touaregs ont carrément considéré que c'est pas la peine de mettre un B puisqu'on dit V. Donc, on va trouver un autre signe pour que le mot, quand il va être écrit, puisse être prononcé comme il se doit, quoi. C'est ça l'idée. Et donc, c'est Tifinagh. Et Pour la part, en restant dans ça, pourquoi les Touaregs ont changé le mot libique au tifinagh? euh, peut-être qu'ils ne connaissaient pas le mot libique. Ça, c'est une chose. Peut-être aussi que quand ils vont dire Tifinagh, en fait, ils vont, parce que finalement, le mot libique, il nous a été imposé par les études. Les gens, à l'époque, dans l'Antiquité, les gens ne disaient pas libique. De même qu'ils ne disaient pas, je ne sais pas, il y a plein de mots. C'est Euh, euh, c'est les Quand on Grecs, va dire, c'est les Grecs qui nous ont appelés les Libiques. Des Libyens ne sont les Grecs ont dit Libyen et Libye. Pour Hmm. le Libye pour le pays et Libyen pour les habitants. Ouais. Mais ils n'ont pas dit libique pour Pour l'écriture. les écritures, tout à fait. Oui, Ça, c'est un phénomène du 19e siècle. d'accord. C'est un peu ce qui arrive aussi aujourd'hui quand on va dire au Maroc, il y a la terrifite, la tchelhit et la tamazight. Mais des gens, quand ils parlent de leur langue ou de leur écriture, ils ne vont pas dire terrifite. C'est comme vous allez dire, il y a un parler en Égypte, c'est le siwi. Hmm. Mais siwi, les gens de Siwa, ils vont dire notre écriture ou notre langue, Edwin, Nakar, Netchin, Kada, etc. Mais ils vont jamais, comme aussi quand on va dire Jirbi. On parle le Jirbi à Jerba. Ça n'a pas de sens. C'est ça c'est Hmm. tous ces concepts, tous ces mots ont été introduits et imposés par les études historiques et elles ont même créé un problème parce que quand on va dire en Tunisie, on dit il y a 10 ou 14 ou 15 parlers, ce qui n'a absolument aucun sens. Euh, le mot lui-même, taqbaylit, c'est pas un mot amazigh. Ça. Avec Hmm. le Qa. Le Qa est très rare dans la mazigh. Le son Qa, De- On dit il est très plutôt rare. Tazouaou, 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 Tagara, Voilà. Hein. Tazouaou, Mais quand on Azouaou. va regarder les études, les publications, etc., le Kabyle, le Taqbaylith, etc., etc.,
De même qu'on a, on va dire, le Shawi, on va dire euh, تشاويت le Teshawit, tous ces mots-là, تنفوسيت تشاويت تسيويت تسيويت ok, ما شاف tous, اوكي. tous ces mots-là ont été introduits ou se sont imposés dans le milieu universitaire, dans les recherches, etc. Et ils se sont généralisés. Maintenant, les gens disent, bon, euh, le si oui, le ceci, le cela. Mais quand on va demander à quelqu'un qui vit à Siwa, dans l'oasis et tout ça, je pense qu'il ne dira jamais le si oui. Il va dire notre langue, nous parlons, notre parler, douin, naqar, mazigh, etc., etc. Mais si vous dites à quelqu'un, tu parles tamazerti, il va vous regarder comme ça en disant, non, je parle pas tamazerti, je parle ma langue, je parle chez moi, je parle comme chez moi, je parle comme ma mère, que je parle. Bon, le titre qu'on va donner à ce phénomène, c'est autre chose. C'est un peu comme dans le reste de l'histoire, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont communes à l'Afrique du Nord dans sa totalité, mais on va faire des études en disant euh, la Tunisie punique, l'Algérie préhistorique, le Maroc, je ne sais pas quoi. Et on va saucissonner notre histoire, la couper en rondelles et créer des frontières qui, sont, qui peuvent être présentes aujourd'hui. Mais si on remonte 2000 ans en arrière, il n'y a ni Maroc, ni Algérie, ni Tunisie. Il y a l'Afrique du Nord, il y a la Libye au sens grec du terme, il y a Africa, il y a, comment s'appelle, les provinces de Tingitane et etc., etc., césarienne. Mais il n'y a pas, il y a la Numidie, c'est un mot qui existe dans l'Antiquité, qui est dans les sources, etc., etc. Mais il faut presque relire, en fait, refaire, recommencer en, comment dire, en redonnant, peut-être qu'il y a un phénomène de région, peut-être qu'il y a un phénomène des caractéristiques. Tout le monde n'a pas connu les mêmes dates importantes, tout le monde n'a pas connu les mêmes événements importants, etc. Mais en gros, c'est la même histoire. Oui, Mansour, pour revenir à notre sujet de Tifinagh, on est rendu maintenant au Tifinagh. Est-ce que en fait, il y en a certains qui disent Tifinagh veut dire Tifin Nord, ça veut dire notre découverte. Il y en a d'autres qui disent aussi ça vient de finir, phénicien. Est-ce que c'est quoi l'origine du mot Tifinagh d'après vous? Alors, il est impossible que ça vienne du phénicien. Parce que D'accord. déjà, les Phéniciens, le mot phénicien est un mot grec. Si on veut parler des Phéniciens, des Carthaginois, etc., il faut dire cananéens, canaaniyin. Les Canaaniyin. canaaniyin, voilà. En fait, Donc, les Canaaniens, c'est les Arabes, les Juifs, les non, 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 Libanais, non, non, non? c'est très Non? précis, c'est le nord, c'est la région, on va dire, de le Liban, un peu la Syrie, ça c'est les Canaaniens. C'est les villes de Tyr, Sidon, etc., etc. D'accord. Euh, le reste, Mais la- c'est des c'est pas de Sémites. l'arabe, parce qu'on dit que le vénitien vient de l'arabe, non? C'est Non, pas non, ça? non, absolument aucun rapport. Vous avez le phénicien, il est clair qu'il était là quand a été mis en place l'alphabet phénicien, donc vers 1200 avant Jésus-Christ. Voyez? Oui. Donc, si ce peuple a mis en place une écriture, un alphabet, ça veut dire que, on va dire qu'il avait aussi bien le développement que la caractéristique d'avoir sa propre écriture. Il exprime la langue des Canaaniens.
Ça, c'est une chose. L'alphabet, créé par les Canaaniens, va passer chez les Hébreux, il va passer chez les Arabes, sud D'accord. arabe, Yémen, etc., etc. Et ça, c'est une branche, on va dire sémite, mais il va passer aussi chez les Grecs, il va passer des Grecs au latin. Vous voyez. Maintenant, si vous avez des pays latins, latinisés, etc., etc., euh, et la chose qui est importante, c'est que l'écriture arabe telle que nous la connaissons, elle va apparaître vers le troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ. D'accord. Alors que nous parlons d'une Mille langue deux cents d'écriture de avant 1200 Jésus-Christ. avant. Vous Waouh. voyez, ça c'est parce que d'ailleurs l'arabe vient du sud arabe, de l'écriture du Yémen, qui est propre au Yémen, et Mhm. elle ne vient pas du nord. L'arabe ne vient pas de chez les Phéniciens, il vient du Yémen, le pays de Hémier, etc., etc. Donc, euh, il reste une chose importante, c'est que aussi bien le phénicien que l'arabe, ce sont des langues sémites. D'accord. Voilà. Et Parce que là, ils appartiennent à la même ère géographique. En fait, absolument. des mythes, ça Ah veut oui, dire oui, le oui. fils. C'est des mythes aussi. Hein. C'est le fils de Noé, Sam, qui a donné Ham et Sam, les deux fils de Noé. Donc, c'est pour ça qu'on dit des langues chaméto-hamites, quelque chose comme ça. Et c'est ça. La partie africaine, c'est l'égyptien, c'est le berbère, c'est, L'Éthiopien. voilà. Et la partie sémite, ça c'est l'Arabie. Et pourquoi Euh, on appelle la partie africaine, comment ça s'appelle, berbère, l'Égyptien, l'Éthiopien, on les appelle Hamites. On n'a rien à voir avec Ham, non? ça c'est les études au début. Il fallait distinguer entre, on va dire, le camito et le sémitique. Hmm. Et d'ailleurs, après, ça a été abandonné parce qu'on a dit non, il faut dire afro-asiatique parce Voilà, que c'est mieux. la première appellation avait trop tendance à insister sur la Bible et Voilà. donc c'était un peu une lecture, on va dire, orientée, un peu, Tout à fait. euh, Idéologiquement, religieusement voilà, orienté, effectivement. voilà. Il vaut Et, mieux scientifique, c'est afro-asiatique, c'est et plus parlant. quand on va dire afro-asiatique, on parle de l'Afrique du Nord, Voilà. pas du reste de l'Afrique. Le D'accord. reste, le reste de l'Afrique, ça c'est, il y a d'autres langues, il y a d'autres parlers, il n'y a pas d'écriture. Les pays africains, en dehors de l'Égypte et de la Libye, au sens Afrique du Nord du terme, et la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, tout le reste n'avait pas d'écriture. Ils avaient des dessins, ils avaient des expressions symboliques, Tout à artistiques, fait. etc. Mais ils n'avaient pas d'écriture. Ça viendra beaucoup plus tard. Et donc, les Tifinagh se sont maintenus dans le monde touareg pour une raison toute simple, puisqu'ils n'ont jamais été concurrencés ni par le phénicien, ni par le latin, ni par l'arabe. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot tifinagh? Ah, le mot Tifinagh. Moi, j'ai parlé une fois à un ami du Niger et il m'a dit c'est les signes. C'est les signes. On avait parlé à ce moment-là, on a dit voilà les Phéniciens. J'ai dit bon, c'est impossible. Il y a aussi, je ne sais plus qui, parlé de, comment vous dites coffre en kabylie? Afniq, Naq, afniq, afniq. Afniq. Il a Ouais. dit peut-être que ça vient de là. Mais c'est un peu tordu, c'est-à-dire que on va utiliser un mot qui est là en Kabylie, hein, c'est incontestable, mais qui ne se retrouve pas chez les Touaregs, et on va le transposer, on va dire ça veut dire ça et ça, etc. Et c'est un peu bizarre comme explication. Il faut que les gens apprennent à dire pour telle chose, on ne sait pas.
Nous n'avons pas la preuve, Tout simplement, tout simplement. tout simplement. C'est pas la peine de tordre la Avenir, vie. ce qui veut dire phénicien, Voilà. Sandour, tout ça. Bon, Le mot phénicien n'était pas utilisé par les Carthaginois, n'était pas utilisé par les Canaaniens. Donc, ils ne peuvent pas avoir qualifié l'écriture. Et la chose qui est encore plus bizarre, on ne tient pas compte de la géographie. Comment cette appellation est passée chez les Touaregs? voilà, Carthage n'avait pas de relation directe tout à fait. avec les Touaregs. Et comment dire, quand on va prêter des choses comme ça à des populations, à des peuples, ah, c'est tel mot, ça doit être obligatoirement tel sens et tout ça, il y a comme un manque de respect puisque les Touaregs disent non. Ce n'est pas, ça ne peut pas venir de chez les Carthaginois. On n'a jamais eu de rapport avec Carthage, sauf quand il s'agissait d'échanger de l'or ou des matières, je ne sais pas quoi, ou des objets précieux, etc. Mais c'était des échanges de commerce limités qui ne pouvaient pas atteindre le degré de donner à l'écriture des Touaregs un nom qu'on importerait de Carthage. Ça n'a pas de... Tout comme je suis d'accord avec vous quand vous dites que ça ne peut pas venir des Phéniciens, parce que les Touaregs, ils sont à des milliers de kilomètres du nord où se trouvaient les Phéniciens, donc c'est complètement séparé. Alors dans ce cas-là, on peut dire que le Tifinagh, c'est une création amazigh, berbère, Touareg. Il ne peut pas L'appellation, oui. peut pas avoir de lien, L'appellation, oui. non? L'appellation, oui. L'appellation est, on va dire, Non, locale. pas l'appellation, l'appellation, mais aussi l'origine. Est-ce que les Touaregs ils sont allés vers le nord, ils ont ramené des Tifinagh alors qu'ils n'avaient pas de contact? Ça, c'est une grande question, Voilà. puisque, puisque nous ne savons pas euh, comment. D'abord, le libique au nord, c'est des textes, d'accord? Oui, oui. C'est des phrases. Hmm. Et on a constaté que le tifinagh chez les Touaregs, surtout les tifinagh anciens, ou les tifinagh qu'on voit sur les parois, sur les graffitis, etc., c'est souvent des mots. Ce n'est que à l'époque moderne qu'on va trouver des textes écrits en tifinagh par des gens du Niger, du Mali ou du sud de l'Algérie, etc. Et le gros des inscriptions rupestres, qui ne sont pas des inscriptions épigraphiques, c'est des textes, c'est juste un mot, parfois deux, c'est jamais des phrases entières. Les phrases entières, on va les trouver dans les petits mots que vont se passer les gens entre eux, les lettres, etc., etc. Là, oui, nous avons une sorte de littérature, c'est évident. Mais l'origine, comment le libique est passé du nord au sud, ou comment le libique est passé du sud au nord, de l'est vers l'ouest, etc. Ça, nous avons du mal à trouver des réponses. Et d'ailleurs, ça s'explique par un phénomène. Nous n'avons pas une idée globale sur toutes les inscriptions Tifinagh attestées en Afrique du Nord. Et encore, il n'y a pas longtemps, nos amis marocains ont publié des graffitis qu'ils ont trouvés dans l'Atlas, etc. Ça, c'est, il y a aussi le phénomène de la datation. Quand on va dire le libique, c'est autour du milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Pour le Tifinagh, nous ne savons pas quand ça a commencé, mais nous savons que c'est aussi un alphabet. Voyez? Et que si c'est un alphabet, il ne peut être venu que de chez les Phéniciens, installés au nord, et il est passé au sud.
Ça, c'est dans l'état actuel des recherches, pratiquement une certitude. Vous voyez. Et mais on a beaucoup d'autres d'ailleurs points d'interrogation. Pourquoi est-ce que le Libyque a disparu vers le troisième siècle après Jésus-Christ dans le nord? Pourquoi il s'est maintenu? Et d'ailleurs, c'est une question passionnante puisque les Tifinagh sont remontés vers le nord. Ils sont adoptés maintenant, ils sont devenus officiels au Maroc. Ils sont utilisés en Algérie, ils sont utilisés peu, mais en Tunisie, et ils sont utilisés en Europe, ils sont utilisés dans le monde. Et alors que dans le Nord, on a pratiquement arrêté d'écrire le libique au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire que IIIe siècle, l'écriture disparaît du Nord, et au XXe siècle, l'écriture revient et elle finit par s'imposer ou devenir officielle. Et aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir, je ne sais pas moi, des panneaux, des publicités, des textes, etc., etc. Et il y a même des livres, il y a des publications, il y a des instituts qui font de la recherche et qui vont écrire anti-FINAF. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Maroc avec l'IRCAM, etc., etc. Euh, la langue est enseignée, mais aussi l'écriture. Alors que peut-être que au 19e siècle, si on avait dit à quelqu'un, écoute, les Tifinagh vont revenir de force, il va dire, mais vous êtes tombé sur la tête. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Et pourtant, c'est vrai, c'est ce qui est en train d'arriver. Et peut-être que avec ce qui arrive au Maroc et en Algérie, d'ailleurs même le Mali vient de décider que la langue des Mazirs et les Tifinagh sont langue et écriture officielle en même temps que le français et d'autres, le latin et d'autres langues locales, on va dire. Donc, on espère qu'un jour, la même chose va arriver en Algérie et à ce moment-là, on est pratiquement sauvé, quoi. C'est ça l'espoir. Et peut-être que il faut souligner une chose, c'est que les études libiques ont précédé, elles sont importantes, il y a beaucoup de publications, etc., etc. Dès qu'il y a une inscription découverte, on la retrouve sur Facebook et tout le monde est content. Mais le nombre d'inscriptions reste limité. Il n'y a pas beaucoup de, peut-être 1300 ou 1400 inscriptions, mais on en découvre encore. Et il est quand même important que les Africains du Nord, les Berbères, les Mazirs, ont eu leur propre écriture. Et ils l'ont encore. Ils la retrouvent, ils la reprennent. Alors que, par exemple, le phénicien a disparu. L'Égyptien, les hiéroglyphes égyptiens ont disparu. L'écriture cunéiforme de l'Irak et de l'Iran a disparu aussi. Le linéaire A de la Crète, le linéaire B de la Crète, l'étrusque, toutes ces écritures-là ont disparu. Alors que le Tifinagh s'est maintenu, il est resté, il reprend vie, on va dire. Donc, je vous ai écouté religieusement sur Hacké. Donc, juste une toute dernière question. Les Kabyles ont adopté officiellement l'inscription latine pour inscrire leur langue. Et étant donné les difficultés d'ordre politique qui font avancer le Tifinagh, puisqu'il n'y a pas une volonté étatique d'aucun État, y compris là où il est officiel au Maroc et en Algérie. Donc, peut-être c'est un choix judicieux d'inscrire le berbère, le kabyle en particulier, en caractère latin, au gréco-latin, comme l'appelait Moulay Mamri. Ceci a permis
la florescence ou la production en masse en langue kabyle en termes de romans, d'écrits. Que pense Mansour Raki de ceux qui pensent de la sorte? Et moi, je suis, on va dire, je suis sceptique parce que cela revient à abandonner le libique qui est la langue et l'écriture, on va dire, d'origine. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, moi, je pense que c'est l'influence de mes collègues de la diaspora. Et est-ce qu'ils ont eu raison ou tort? Si on prend les études kabyles en rapport avec la langue, etc., etc., ils ont eu absolument raison. Si on prend de l'autre côté, le côté, on va dire, historique, etc., etc., la preuve que c'est possible, c'est ce qui est en train d'arriver au Maroc. Bon, il y a la mauvaise volonté, on va dire, étatique, etc., la situation politique, mais la situation politique au Maroc, les années 90, n'était pas aussi, comment dire, intéressante ou euh, c'est ça, les choses évoluent. Euh, Ce qui me semble important, euh, l'outil, s'il est au service de la langue, s'il est au service du maintien de la langue, de ses études, etc., etc., c'est un outil utile, on va dire, qui sert. Mais il y a peut-être dans ses choix une influence aussi des études du 19e siècle, des universités essentiellement françaises qui ont joué un rôle à la fois formateur et aussi, on va dire, elles ont orienté les choses. Si vous mettez des tifinards, personne ne va rien comprendre, etc., etc. Et bon, on ne peut pas non plus remonter un demi-siècle en arrière ou un peu plus, peut-être presque un siècle en arrière, pour dire pourquoi vous avez fait ça, etc. À mon avis, il vaut mieux avancer que de vivre de nostalgie ou de regretter des choses qui ne sont pas. C'est, non, je respecte, même si je ne suis pas très d'accord. Vous Ah, voilà. comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends tout à fait. Non, non, c'est un avis. Donc, ceci nous mène à la fin de notre émission. C'était fort intéressant avec Mansour Raki qui nous a donné beaucoup d'informations historiques sur tout ce qui est l'inscription libique, Téfinard, etc. Et puis aussi, nous a parlé un peu d'autres choses par rapport à l'histoire de Tamazra et toutes les influences qu'a connues notre civilisation autochtone avec d'autres civilisations. C'est très enrichissant. Certainement, nous allons revenir un jour à Mansour Raki s'il y a lieu de poser d'autres questions. Pas de Ceci, je vous souci. Ceci, je vous laisse peut-être dire vos derniers propos si vous avez des choses à rajouter que je ne vous dis Non, pas. moi, comme je n'ai aucune idée sur les auditeurs, etc., etc. Mais j'espère que ce dont on a parlé va les aider ou leur permettre de mieux comprendre cette spécificité de l'Afrique du Nord, de ses composantes historiques, etc., etc. Et tant que nous n'avons pas une reconnaissance, on va dire, de notre histoire et de notre géographie, etc., nous allons continuer à avoir des problèmes, des discussions autour de l'identité, de ceci ou de cela, alors que on devrait, on va dire, dépasser ces choses-là pour avancer pour un avenir meilleur. Voilà, c'est ça l'idée. L'histoire, quand elle est déformée,
ne sert plus ni à comprendre le passé, ni le présent, et encore moins le futur. C'est ça le grand problème. Tout à fait. Merci beaucoup. هكا تنمير فيك مس منصور غاكي غلان يزنا دي ثادي وين ذاكي تلا ما كاش طاح غزيف شورتي مسنيوين غديكا مس منصور غاكي غلان كيف الدنيا ثورا دي لا روتريت ماشا الا ذا المهال نوناذي دوك سودو غلنا ونتيمير نا ديريكتور دو ريشيرش على الانستيتيو ناسيونال دو باتريمون ذي تونس ساكني لدى مسا وانا بروفيسور يقن غار تزاويت نوريونتالي ذي نابل بروفيسور سوسيال يونيفرسيتي نوريونتالي دو نابل كي كيري تشور تيكتي وين لي ريفليكسيون يوران اطاس غافين يشدن غافثيرا ثقفون ثنا نكون سي مزيغان اللي من قالوا ليبيك نعطي فينا نقاو ذيك السته كون في الدنيا ما كان هذيك وناس وزاليس في السغونت revue, études et documents berbères الحي وبروفيسور ولد براهام دي فرنسا دوين مفكار ازول لو ليبيك ايبيغرافيك مازال نغال غورس كيتي دنيا ميلا وين لان اتي دنو اسيا غرزات اسيا غزين او دينير قيمه ذي ثلوي